Oui, rebonjour. Attends, zoom. Et donc, le propos, c'est cet atelier méthodologique. Alors, je vous explique la genèse de cet atelier méthodologique. C'était beau. C'était zoomé. Ça y est, merci. Je vous explique la raison d'être, la genèse. Pour construire ces 3 journées, on s'est intéressé à tout ce qui était face aux contraintes environnementales, tout ce qui essayait d'apporter des solutions, des nouvelles façons de prendre en compte dans tous les types de projets. Et puis, on a réuni un certain nombre de projets qui avaient des bases analyse fonctionnelle, analyse valeur, mais on a réuni aussi des projets qui étaient complètement décorrélés, qui étaient menés un peu à la Monsieur Jourdain sur le bon sens qui créait de la valeur, évidemment, puisqu'on les a retenus, c'était des projets intéressants, mais qui n'étaient pas méthodologiquement ancrés sur nos méthodes et nos outils. Alors, il y a une discussion entre nous, dont certains disaient, mais c'est un congrès, une réunion, enfin, un événement de la FAV, pour les 45 ans de la FAV, il faudrait qu'on parle essentiellement de l'analyse de la valeur. Bon, alors finalement, on a convenu que c'était vraiment intéressant d'ouvrir le champ à des gens qui étaient de l'extérieur de notre mouvance, de nos méthodes et de notre façon de penser, pour justement leur présenter des outils, les encourager à les utiliser et leur démontrer quelque part qu'avec les outils, on est capable de faire mieux, certainement. Donc c'est là-dessus qu'on est parti. Et pour matérialiser un petit peu cette opposition entre les projets valeurs et les projets avec des méthodes exotiques. Donc, on a décidé de lancer cet atelier. Ça consiste en quoi? Ça consiste en un petit groupe de personnes qui connaissent un peu l'analyse de la valeur, mais qui ne sont pas forcément des spécialistes, et qui vont se pencher a posteriori, à la fin de chaque journée, sur les projets qui ont été présentés, et en se posant une question simple, d'un point de vue méthodologique, en prenant des étapes à la grosse de l'analyse de la valeur, on n'est pas sur une analyse très fine, en se posant la question, est-ce que dans le cadrage du projet, on a bien pris en compte les parties prenantes? Est-ce qu'on a bien défini la gouvernance? Est-ce qu'on a fait quelque chose qui ressemble à une analyse fonctionnelle? Est-ce qu'on a produit des outils à la décision sur des critères de valeur? Est-ce que, voilà, on a respecté les grandes lignes de la DOCSA? Pour chacune de ces étapes, chacun de ces éléments, mettre un petit jugement comme ça hâtif. Ça a été fait partiellement, ça a été très bien fait complètement, ou ça n'a pas été abordé, ou on n'a pas senti que c'était abordé. Pour qu'on ait un petit recul sur comment tous ces projets se positionnent par rapport à la méthodo, et dans l'esprit, qu'est-ce que la méthodo pourrait leur apporter, ou aurait pu leur apporter, et avoir un débat le dernier jour peut-être sur les trous méthodologiques éventuels de quelques projets, sans que ce soit de la critique, voilà, il ne s'agit pas de descendre quoi que ce soit, il s'agit d'identifier est-ce que la V, ça sert à quelque chose, est-ce que ça aurait pu vous servir, est-ce que ça pourra vous servir demain. Et j'ai un petit peu amplifié cette démarche-là en intégrant des critères qui sont ceux qui sont proposés par Christophe et moi sur le projet manifeste pour une gouvernance territorialisée de tous les projets, cette charte-là avec des critères qui sont sur qu'est-ce qui se passe du point de vue des hommes, des individus, qu'est-ce qui se passe du point de vue des projets, qu'est-ce qui se passe du point de vue de la communauté. Donc, surtout, ça va se trouver surtout au niveau du cadrage, et fabriquer une espèce de grille d'évaluation rapide des présentations qui ont été faites. Voilà, il s'agit de ça. Alors, je termine et je te passe la parole, Cédric. Il s'agit de ça. Alors, si vous êtes partant pour faire partie de cette équipe de quelques personnes, là, on va travailler à produire cette grille très rapidement et on va l'utiliser demain et après-demain pour évaluer. Je disais que c'était un peu mono-orienté, c'est-à-dire que on est la FAV en disant qu'est-ce qu'on pourrait, en utilisant l'analyse de la valeur, qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter, et est-ce qu'on ne pourrait pas faire du réflexif en disant qu'est-ce que ça pourrait nous apporter à la FAV. Non, ça c'est une autre question. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Non, par exemple, des projets qui ont utilisé d'autres méthodes, et il y a des apports énormes. Ce n'est pas moi qui suis partisan du travail transverse et de l'utilisation de toutes les méthodes au service des projets. Donc, ce n'est pas moi qui les raconte. Mais
On ne peut pas tout traiter, ce n'est pas l'objet. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'exclut ou qu'on les compte, hein, pas du tout. C'est juste qu'il y a ce point de vue-là, c'est un ensemble de présentations qui sont dans le cadre de la FAV et d'une réflexion comment on peut contribuer à l'efficience des projets par rapport aux exigences climatiques. Voilà. Alors, déjà, dans un premier temps, j'attends vos questions, s'il y en a, et puis ensuite, on va construire ce petit groupe, et puis on va échanger sur les critères et comment on pourrait bâtir cette grille. Et moi, je ferai circuler ça, et on validera ça pour demain. Olaf, je voudrais demander s'il y a déjà une grille. Non, il y a pas une grille, je me suis refusé à l'établir dans un esprit participatif. Et... Bravo, merci. Je ne sais pas si sur cette première journée, ce serait facile d'analyser à travers une grille des projets qui ont été présentés. Je n'ai pas dit que c'était facile. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que j'essaie d'imaginer comment on ferait sur la base des trois présentations un peu d'expérience. Oui. On a des présentations qui sont très typifiées. La présentation de Roger, c'est quelqu'un qui a une expérience et une pratique valeur, qui se la pose au jour le jour sur des points précis, mais il n'a pas mené une démarche valeur, notamment dans les parties prenantes. Il n'a pas analysé les besoins des architectes, il n'a pas analysé les besoins des... Il a découvert en cours de projet qu'il y avait des trous dans la raquette de sa vision de construction d'une entreprise. Donc, certes, ce que moi je prétendrais, c'est que s'il avait fait cette démarche à l'avance, il aurait anticipé un peu, il aurait identifié des axes de marketing et de travail de concertation avec les architectes, avec les bailleurs sociaux, etc. Peut-être a priori enfermé a priori dans des fausses contraintes aussi. Hein. Oui. Non, le cheminement aujourd'hui, c'est pas forcément le cheminement. Non, mais on est là méthodologue et on parle d'or. Hein. Alors, moi, j'ai essayé de tirer les enseignements des différentes interventions. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez. Vas-y, avec plaisir. Donc, sur la présentation de Savoie Habitat, il y avait la question de sens. Amandine. Amandine. Donc, il y avait la question du sens, hein, puisque c'est un projet d'entreprise très structuré. Et je rapproche ça de la valeur. En fait, c'est intéressant, les deux mots ne sont pas du tout. Enfin, on n'utilise pas le sens à part le bon sens, on analyse la valeur. Mais je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait réfléchir à faire évoluer la signification de valeur dans le sens. Parce que le sens, aujourd'hui, sur les problèmes d'éco-génération, c'est essentiel. Dans le sens où, effectivement. Pour moi, c'est dans la définition de la valeur. Hein. Oui, c'est pas la contribution. Créer du sens pour les emplois. Alors, après, c'est peut-être du vocabulaire, hein, mais quand on parle de. Les jeunes sur le quête de sens, c'est pas la valeur. Ça crée de la valeur pour la personne, pour les salariés. Après, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que dans les projets qui sont orientés sens, on peut se poser la question de pourquoi pas utiliser des méthodes d'analyse de valeur, de management de valeur. Après, sur les questions de territoire avec Lyon, en particulier, mais pas que, moi, je pense que cette question, une des problématiques, c'est de simplifier ce que je disais, mais c'est aussi, il y a tellement de projets qui sont à différents niveaux, mais qui peuvent créer ensemble une valeur supérieure à la valeur de chacun. Et ça, je pense que le management de la valeur multi-projet, enfin, de l'optimisation des projets, à mon avis, c'est un vrai sujet. Et en particulier dans tout ce qui est écosystémique, parce que justement, on fait un projet qui va dans un sens et puis l'autre dans l'autre sens, et que ça tue la valeur. Donc ça, je pense que ce serait un effort méthodologique. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose actuellement sur la table, mais peut-être qu'il y en a. Hein. Ça mériterait d'être investigué. Alors après, ce que j'ai voulu dire aussi au départ, c'était de dire les territoires, ils ont surtout un problème de flux de projets énormes avec des moyens qui sont ce qu'ils sont, et que donc je trouve que la méthode de bon sens de l'analyse de valeur, qui est par ailleurs participative, où les experts sont pas dans le groupe de travail, mais justement ça le rend tout à fait légitime,
je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait promouvoir, enfin, qu'on pourrait inciter les collectivités à utiliser. Alors, il faut peut-être packager avec une charte, hein, mais derrière, ce serait dans l'objectif de démultiplier l'impact des collectivités qui sont, à mon avis, à la rue aujourd'hui dans beaucoup de situations. Et puis l'autre dernier point, c'était avec Bois-Paille, c'était la notion de, à partir du moment où on réinvente tout, Bois-Paille, ça change la donne dans la construction, ça change la donne dans l'industrie, puisque on n'imagine pas une énorme usine en France, hein, c'est forcément des usines un peu partout, etc. C'est justement l'impératif, quand on a trouvé un truc comme ça, de maximiser la valeur. C'est-à-dire d'aller plus loin que la simple, OK, la boîte marche, c'est bien, très bien. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer aller au-delà de la simple optimisation de la valeur économique, on va dire, parce qu'au final, même si c'était l'objectif, c'était de décarboner, on pourrait se dire, la stratégie de cette boîte, c'est d'aller décarboner encore plus loin, plus vite et plus, si c'est ça sa raison d'être. Au niveau macro, c'est aussi créer des emplois, c'est aussi. Oui, mais ce que je veux dire, oui, c'est ça. Il y a tout ça qui va avec. Mais ce que je veux dire, c'est on est en train avec la transition, de rebattre les cartes de l'économie. À cette occasion-là, ça vaut quand même le coup de pousser le bouchon un peu plus loin que le périmètre du projet. On vous propose un projet A. En fait, il y a le projet, une fois qu'il sera réalisé, A+, et A++, et il faut quand même les avoir dans la ligne de mire, parce que tout va vite. Et dans ce que vous venez de dire, ça démontre la pertinence de la démarche, l'intérêt de la démarche. Si on arrive à produire ce genre d'analyse et ce genre de commentaires sur chacun des projets, ça va être quelque chose de riche, je pense, et ça va apporter aux participants. Et sur le projet de la ville de Lyon, il me semble qu'il y aurait une autre proposition complémentaire de la vôtre qui serait d'outiller l'Agora. L'Agora, pour cristalliser ces 160 personnes, entités, etc., pourquoi ne pas les doter la construction de l'Agora d'un cahier des charges fonctionnel? Je vais mettre en place quelque chose qui va me permettre de construire cette organisation pour mobiliser les gens et les faire échanger. Qu'est-ce que je vais faire? Les solutions organisationnelles vont répondre à un cahier des charges de construction d'une organisation apprenante, collective, etc. Ça pourrait être utilisé aussi à ce niveau-là. Moi, je peux réagir à ce que tu dis, ce que tu as dit. J'ai été confronté à cette envie de faire ça. Et aujourd'hui, la génération, je ne sais pas si c'est la génération éco-valeur ou autre, mais elle n'en veut pas de son truc. Elle veut des solutions. Hein. Elle n'en veut pas. Donc, il faut qu'on... Moi, c'est ce que je vois au Canada. Hein. Ils ont compris. Ils ne cherchent plus à faire des cahiers des charges. Ils vont chercher des solutions. Et puis après, ils vont travailler à voir comment remonter dans le sens. Mais d'abord, ils vont. C'est la vieille façon de travailler de Larry Miles. Je parle de solutions existantes, voilà. Je les optimise, et puis ce faisant, si je peux casser la Voilà. Mais donc, tu vois, si on commence à les obliger à rentrer dans une structure cahier des charges fonctionnelle, j'ai peur que. Non, mais la cahier des charges fonctionnelle, c'est pas un canevas figé. Il y a un certain nombre d'items qui doivent être présents, traités, et en fonction du sujet et des gens qui sont là, tu adaptes ça. La maille. Non, mais ça, c'est ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que Amandine a dit. Si tu commences à leur parler qu'il y a des charges fonctionnelles, ils partent en courant. Mais il faut pas. Analyse de la valeur, ils partent en courant. Donc, si vous trouvez. Son arbre, Amandine, avec ses branches, ses feuilles, en rajoutant à chaque feuille des criniflex. Non, elle a fait smart. En ajoutant à chaque feuille un criniflex, c'est des critères d'appréciation qui vont permettre de peser les solutions potentielles, les existantes et les nouvelles. On a un cahier des charges fonctionnel. Ça, pour moi, c'est effectivement, la question, c'est est-ce que c'est old school ou est-ce que c'est adapté au temps moderne et à l'urgence? Et alors, on pourrait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, il y a une convention. Je vois la convention comme un moment où on aligne, c'est pas le bon mot, mais enfin, on apporte, on met sur la table des tas d'informations, des tas d'ambitions,
ça discute, ça se teste, machin, etc. Et en fait, on gagne, d'une certaine manière, la phase d'information dans le plan d'analyse de valeur. Et ça, il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire que le plan, l'aspect information un peu petit groupe, etc., c'est un peu chiant. Et là, quand c'est fait en convention avec de l'inspiration, c'est plus puissant. Je pense que ça peut permettre de faire des trucs percutants qu'on n'arrive pas à faire dans un petit groupe. Et donc, enfin, quand même, au passage, il y a des tas de boîtes qui ne font plus de cahier des charges. Hein. Ils font un POC, et puis voilà. Après, on passe au Proto 1, Proto 2, Proto 3. J'ai même fait ça dans la construction. Hein. Oui, ça beaucoup plus d'itération. Et à la limite, c'est vrai que quand on a des procédés très peu robustes parce qu'ils sont innovants, mais donc c'est pas parce qu'on aura fait une première série qu'on aura fait une deuxième série que ce sera forcément bon après. Hein. Donc, et puis en plus, on a la capacité maintenant à faire du sur-mesure pratiquement unitaire à l'échelle industrielle, donc dans beaucoup de procédés, y compris la construction. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question quand même de ça. Je pense que l'analyse de valeur est très imprégnée de la série, grande série, machin, etc. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ne puisse pas imaginer autrement. Et qu'il y ait des charges fonctionnelles, déjà à l'époque, c'est pas tout récent, c'était pas facile à vendre. Hein. Une question à distance de Patrice Conderf. Patrice, on t'écoute. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Bonsoir à tous. Je voulais réagir sur deux aspects à ce que j'ai entendu. Sur l'exemple de la fabrication des murs en paille, on a parlé du fait que si on voulait optimiser la construction de bâtiments en paille, il fallait prendre en compte l'architecture de ces bâtiments et la conception. Donc d'un point de vue méthodologique, je voulais dire que quand on mélangeait l'approche valeur avec l'approche système, l'optimisation, elle se fait toujours. Il y a le système produit d'un côté et puis le système pour faire le produit. Il y a ce qu'on appelle les enabling systems ou les systèmes pour faire qui accompagnent la vie du produit à toutes ces étapes. Hein. Alors à la conception, c'est l'engineering, le design, mais après on va avoir la fabrication, puis on va avoir le support après-vente, et puis voilà, donc on a ces systèmes qui accompagnent la vie du produit, et c'est vrai que pour optimiser la valeur, je pense méthodologiquement parlant, il faut voir les deux systèmes, hein, le système à faire et le système pour faire. Hein. Le end product et l'enabling system en même temps avec les différentes parties du cycle de vie. Et là, l'apport méthodologique peut être précieux. Puis il y a un autre aspect, on parle de complexité et d'efficacité dans la recherche, le développement de solutions. On a réévoqué le fait de partir de solutions, puis de regarder après ce que ça donnait, de le replacer dans un contexte. Alors là, encore en termes de mélange de méthodes, générer très vite des solutions et puis itérer dessus, c'est un peu l'agilité, quoi. Hein, c'est les principes de l'agilité. Et là, je pense qu'un savant mélange d'ingénierie système, valeur et d'agilité pourrait faire évoluer la méthode de la façon à la rendre plus flexible, plus rapide à utiliser. Hein. Et je pense, moi j'ai entendu Amandine qui disait qu'à un moment donné, elle ne parlait pas trop d'analyse de la valeur et puis qui faisait ça autrement parce que ça rajoutait de la complexité et puis que les puristes seraient choqués par la façon dont elle avait appliqué. Alors moi, ça me fait un petit peu mal au cœur parce que moi je vois l'analyse de la valeur comme une méthode simplificatrice, une clé d'accès à la complexité des systèmes. Parce que quand on parle d'élargir et de pousser aux limites planétaires à la conception de toutes les solutions qu'on fait aujourd'hui, que ce soit une maison, que ce soit n'importe quel type de solution à développer, c'est complexe, hein, ça devient très complexe. Et justement, pour arriver à simplifier le processus décisionnaire, je pense que l'analyse de la valeur, en établissant des priorités, en définissant les points de vue à prendre en compte, en identifiant les drivers clés de valeur, les inducteurs clés de valeur,
pourrait être méthodologiquement une clé de simplification d'accès à cette complexité. Donc, moi j'aime dans l'utilisation de la valeur, si on pouvait faire en sorte qu'on la démystifie un peu et qu'on enlève cette couche complexe pour en faire une méthode de simplification, ça me parlerait beaucoup. Et ça correspondrait au terrain. Okay. Oui, peut-être, est-ce que aussi, quand on initie ces démarches de type analyse de la valeur, rien que le fait d'initier la démarche, on va chercher l'information, on va essayer de bien questionner, on soulève, c'est comme tout, plus on cherche, plus on a, ou plus on trouve, plus on a des questions, quoi. Et du coup, ce qui peut rendre complexe ou ce qui peut faire peur, c'est qu'à partir du moment où on investigue, on met en évidence qu'il y a des incertitudes, qu'il y a plein d'aléas, des hypothèses à prendre, et que du coup, la décision, elle n'est pas si simple que ça, et que c'est toujours compliqué, et on veut tellement sécuriser pour prendre la bonne décision, que se projeter sur un avenir 10, 15, 20 ans, c'est quoi le vrai besoin dans 15 ans de l'usager? Personne n'est capable de le dire. Donc, on est obligé de prendre des hypothèses, et ça rend, et quelquefois, ça fait un peu plus peur, parce qu'on se dit, finalement, on met en évidence encore beaucoup plus d'incertitudes que ce qu'on ne savait pas initialement. D'autres interventions à distance? Oui, donc oui, il y a cette notion d'intuition. Oui, c'est ce qu'on demande à un décideur. Il y a une intuition, et après, oui, il y a cette prise de risque. Il y a quelque chose que vous avez dit qui me semble essentiel dans l'analyse de la valeur, c'est que c'est un outil d'aide à la décision. Et quelles que soient les études, que vous fassiez des études de satisfaction, que vous fassiez des études, c'est un outil d'aide à la décision. Alors, il permet d'estimer les risques, et dans l'estimation des risques, les risques que le décideur se dit prêt à prendre et celui qui se dit pas prêt à prendre. C'est vraiment pour moi moi, c'est comme ça que j'ai abordé quand je vous ai lu. Je ne suis pas un pro de l'analyse de la valeur, mais quand j'ai lu les articles que j'ai essayé de créer, c'est ce qui m'a intéressé. C'est que c'est un outil d'aide à la décision. Un des acteurs clés, c'est le décideur. Ça fait partie du cadrage. Et ça, il est toujours abordé. C'est le niveau de risque admissible. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut questionner. À un moment donné, il faut arrêter de se questionner. Quitte aussi à décider de ne pas décider tout de suite, de décider aussi par temporalité. Quelquefois, sur des projets comme ça d'une certaine complexité, on se dit, voilà, il y a tellement de sujets, par quoi je commence? Des fois, l'analyse de la valeur, elle permet en tout cas de se donner des priorités et justement d'engager là où on a le moins de risques et où on a une meilleure maîtrise du sujet et où on sait que les premiers effets peuvent être bénéfiques. Quitte à dire, après, on décidera la suite. Et ça peut permettre aussi d'éviter la dissonance cognitive, qui est en elle-même un non-choix par définition. Enfin, je ne comprends pas de décision. Oui, mais il y a quand même un biais dans tout ça. Parce que dans la salle ou dans l'audience, il y avait des personnes qui nous l'ont fait remarquer. Si on n'a pas la capacité à faire venir une partie prenante qui devrait être indispensable du point de vue scientifique, vous direz, elle est absolument indispensable. Et qu'on n'arrive pas à la mobiliser. Elle se dit, on n'en tient pas compte. Donc moi, je pense que l'animateur de la démarche doit aussi avoir un certain background scientifique de se dire, a priori, j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose qui manque. Et qu'à ce moment-là, son rôle, c'est de susciter l'appel à cette partie prenante qui est absente, même si autour de la table, les gens disent non, parce que sinon… Identifier les infos qui manquent. Oui, mais ça, c'est quand même un problème de responsabilité de l'animateur. Ouais. Et c'est pas… Non, mais on ne peut pas dire, c'est parce qu'on met les parties prenantes autour de la table et celles qui sont présentes, on a un bon cahier des charges. Non. Oui, mais les parties prenantes, pour moi, les experts ne sont pas dans les… Non, je ne parle pas d'expert. L'animateur, il a l'expertise de dire il manque un truc. J'ai l'intuition que là, il y a quelque chose qui manque. Et ça, c'est un problème de responsabilité personnelle. Et je pense que personne ne peut échapper à ça. À ce moment-là, il faut que l'animateur soit neutre. Parce que si à un moment donné… C'est son job. Oui, non, mais neutre, on est d'accord qu'il doit être neutre pour ne pas promouvoir un point de vue qui semble, et pour combler les trous.
pour que la collectivité le fasse en toute connaissance de cause. Parce que le problème, sinon, on a la démagogie de ceux qui sont plus actifs, sont toujours là pour gueuler, pour être partie prenante, pour faire un projet. Et on n'arrivera jamais à faire un projet qui soit réellement pensé collectivement. Non, mais je pense qu'il y a un biais là. Mais sur le point de vue politique, enfin, sur le territoire, la volonté de l'élu, pour revenir sur votre exemple qui était habité, hein, et la gouvernance du territoire, c'est quand même la vision de l'élu. Et c'est lui, quelles que soient les parties prenantes, moi je l'ai vu en réunion publique, je l'ai vu, c'est sa volonté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a été élu, c'est le seul d'ailleurs qui était autour de la table qui a été élu, Sur un programme. Et il a engagé sa responsabilité, et en fait, il part du principe que comme il a été élu, c'est sa volonté, et c'est lui qui va l'emporter. Donc, ça aussi, c'est pour ça que ça peut l'amener à prendre la bonne décision, mais à un moment donné, c'est in fine. Notre objectif à tous en tant que méthodologue, c'est de faire que ces décisionnaires ils se déshabillent des solutions a priori et de la projection de leur ego et tout ça autant que possible, et que finalement ils prennent la décision qu'ils prennent, ils sont là pour ça, mais qu'ils la prennent avec un petit peu de nourriture vue du groupe, de transversalité, de l'ensemble des parties prenantes et tout ça. Et quand vous dites que l'élu, il a été élu, il a son programme et tout, non, c'est pas vrai. L'élu, son programme lui a servi à être élu. Après, ça n'a rien à voir. Son programme, il s'en fout. Après, il va s'accrocher à un projet parce que c'est que ça légitime sa parole et ça légitime sa volonté. Oui. S'il a envie de construire à cet endroit-là ou de construire à cet endroit-là. Mais ça ne justifie pas la solution. Ça Non, justifie sa volonté. C'est ce que j'ai dit, c'est sa volonté. Je n'ai pas parlé des solutions. Pas dit que c'était légitime, je n'ai pas dit que c'était bien, que c'était mal. J'ai dit c'est sa volonté. Il faut arriver à retarder la décision. Il faut retarder cet engagement précoce dans les solutions. C'est ça le job. Peut-être que ça éclaire aussi un autre sujet moi, que j'ai identifié tout au long des débats, c'est comment voilà, l'analyse de la valeur permet d'identifier, en tout cas en associant un certain nombre de parties prenantes, d'identifier là où les bonnes solutions. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même beaucoup de freins. Besoin d'avoir les solutions. Non, mais voilà, tout le processus. Mais tout le processus va définir la solution. Après, la grosse difficulté, c'est c'est comment on déverrouille les freins pour les mettre en œuvre. Quand on a du lobbying, quand on a une non-conviction, quand on a un élu qui ne veut pas être convaincu. Et là, il manque quelque chose qui permet d'accompagner dans une entreprise cette conduite du changement. Et on se rend bien compte, on va le voir encore dans les jours qui vont venir, il y a des solutions qui existent, qui ont plus de 50 ans, elles n'ont pas été mises en œuvre parce qu'il y a le lobbying qui était là et qui fait que ça n'a pas émergé à un moment donné, tout simplement parce que personne ne voulait de la solution, alors qu'elle avait une certaine pertinence. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quand même quelquefois des travaux de ce type qui consistent à se poser des questions sur l'intérêt de telle ou telle approche dans un domaine, et qui donne lieu à des contrats, à des études. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans ces approches prospectives sur l'intérêt de déployer un type de solution, pas pousser l'État en particulier ou des filières à recourir à l'analyse de la valeur? Moi, je suis désolé, je fais il y a eu quand même dans les années 90 le CETRA, par exemple, des contrats passés systématiquement à l'occasion de contrats, enfin de contrats d'acquisition, de projets d'acquisition importants pour l'État ou les collectivités, qui faisaient obligation qu'il y ait justement un groupe de travail animé par un professionnel qui associait les différentes parties prenantes et qui permettait de déboulonner des cahiers des charges complètement ridicules ou des propositions qui étaient complètement à côté du cahier des charges, mais qui quand même étaient sélectionnées. Bon, il y avait par exemple des contrats d'études qui étaient excellents. Ça, c'était 2 contrats en compétition d'études, de définition, donc qui n'étaient pas très chers et qui permettaient d'avoir pour le maître d'œuvre, pour le client, deux projets très bien foutus et qui en plus ne coûtaient pas cher. Au final, ils gagnaient largement le prix du dossier de définition sur le devis qui était fait à l'issue de ce. Donc tout ça, moi j'ai participé à ça dans des contextes concurrentiels. Par exemple, pour l'automatisation de la ligne 14,
il y avait un contrat en concurrence entre Matra et Alstom sur le système d'automatisation. C'était assez tendu. Et le fait d'avoir eu deux groupes, analyse de la valeur obligatoire, c'était comme ça, c'était le client qui décidait. C'était excellent pour la valeur de la solution retenue. Hein. C'est excellent. Et je vois pas, je ne sais pas si ça se fait encore, mais je trouve que ça mériterait d'être mis sur le tapis, y compris pour des. Ce qui est étrange dans ce que tu dis, c'est, moi je me balade pas mal à l'international, il y a pas mal d'endroits dans l'international où on impose cette analyse de la valeur, et pourtant, à l'époque c'était en France, et maintenant ça a totalement disparu. Et je sais pas, moi je cherche depuis un moment la raison. Excusez-moi, juste avant que vous partiez, je vais conclure la séance. Donc, la discussion, excuse-moi Cédric, il y en a qui commencent à partir, alors je voudrais savoir si on peut travailler comme ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de rédiger un projet de trame, de vous l'adresser ce soir et de voir vos réactions demain par rapport à cette trame. Alors, qui est intéressé par recevoir, par participer à cette démarche? Une personne? Ouais, deux personnes, trois personnes. Pas disponible demain. La nuit est longue. Est-ce que vous seriez intéressé à participer à cette démarche? C'est que je vous envoie le projet de grille. Non, c'est pour ce soir, dire ce soir, et à faire un retour. Non, je vous l'envoie ce soir, c'est un retour demain. Par rapport au projet qu'on a vu aujourd'hui. Par rapport à la grille elle-même et par rapport au projet qu'on a vu aujourd'hui. Oui, je peux vous renvoyer ça en fin de Ça matinée marche demain. D'accord. Alors, votre nom, tu as les coordonnées. C'est votre nom. Ducret, DUCRET. D'accord. Ça marche. Ducret, merci, bon retour. Lager, Gobin. Merci. Au revoir. Gobin, Morisseau. Et Guillaume. Je veux bien éventuellement participer, Olaf qui part. Je pourrais contribuer. Olaf qui parle, non, qui est pas. Ouais. Il y a quelqu'un qui parle. Il y a Olaf qui a peur. C'est moi. Olaf, oui. Je note. Je ne sais pas quel genre de disponibilité je vais avoir, mais je suis intéressé. Voilà. D'autres, forcément Brigitte, qui fait déjà partie de ce pouvoir. D'autres candidats à distance, il reste quelqu'un? Jean-Pierre, non? Charlie Vlimont, oui, je veux bien aussi participer. Charlie Vlimont. V-L-I-M-A-N-T. Qu'est-ce que vous en retenez, Charlie, là, de ce qu'on a eu aujourd'hui? Alors, moi, j'ai une vision, une connaissance de l'analyse de la valeur qui est débutante, on va dire. J'ai entendu pas mal de choses intéressantes, et notamment sur tout le débat là, que vous venez d'avoir et que j'ai écouté. Je pense qu'il y a une histoire de pouvoir, en fait, qui fait que mettre les choses à plat, notamment via l'analyse de la valeur ou d'autres méthodes, font perdre le pouvoir à des gens, et c'est pour ça qu'ils s'y opposent. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que ça a disparu, ça a redisparu en France, c'est parce que ça fait perdre une partie du pouvoir, et notamment aux politiques, je pense. Ou ça fait peur de perdre le pouvoir. Ou ça fait peur de perdre le pouvoir, mais concrètement ou en anticipation, mais je pense que derrière, il y a une histoire de pouvoir. Et je vous remercie tous. Je passe de nouveau à Philippe pour terminer cette journée. Et à demain, pour ceux qui seront là. Très bien, merci à tous. Des échanges très riches. J'espère qu'on aura la même chose demain et après-demain.